J'ai le plaisir d'appeler Pauline Odoy. Merci de me rejoindre. Vous pouvez l'applaudir. Bienvenue Pauline, chef de projet environnement au CTCPA. Pauline, le CTCPA, quelques mots, c'est un centre technique industriel que l'on connaît bien dans l'agroalimentaire, une centaine de salariés, 8 sites répartis sur tout le territoire, à Auch pour la grande région sud-ouest, c'est là où vous êtes basé. Finalement, le CTCPA accompagne les entreprises agroalimentaires, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur, bien sûr avec une appétence, j'allais dire, particulière pour les produits apertisés, pour les filières conserves et les produits déshydratés. Une partie R&D, innovation, sécurité sanitaire, un axe performance industrielle et un axe environnement dans lequel vous évoluez avec l'axe emballage. Vous-même, vous êtes ingénieur agronome, vous êtes entré au CTCPA il y a 5 ans, spécialiste de la méthode ACV, analyse de cycle de vie. On a dit quelques mots avec Vincent pour évaluer l'impact environnemental. Alors, vous proposez du conseil, de la formation, de l'accompagnement. Aujourd'hui, avec vous, tout d'abord rappeler un petit peu le contexte. On l'a beaucoup vu avec Vincent, mais quand même, ça permet de poser votre présentation. Alors, les enjeux, Pauline. Alors, bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Est-ce que vous m'entendez bien ? Parfaitement. Ouais, ok, super. Donc oui, je repose quelques éléments de contexte et d'enjeux, même si ils ont déjà été bien précisés juste en amont. Donc toute la démarche d'éco-conception appliquée aux emballages que je vais vous présenter s'inscrit évidemment dans ces enjeux, dans ce contexte réglementaire fort qui vient d'être présenté. Donc au niveau national, on retrouve la loi AGEC et le décret 3R, et puis au niveau européen, le PPWR, comme on l'a vu, qui va prendre le pas sur ce décret 3R et cette loi AGEC, avec des objectifs à atteindre sur 3 axes. Alors 4 du coup, un nouveau qui a été abordé juste avant, mais voilà, des objectifs sur la réduction, le réemploi et le recyclage des emballages. Donc ça, c'est la partie réglementaire. Et il y a aussi évidemment beaucoup d'enjeux sociétaux associés à ce sujet sur les emballages, et notamment des attentes fortes des consommateurs sur l'impact environnemental d'un emballage. Quand un consommateur est dans un acte d'achat, quand il est dans un supermarché en rayon, le premier élément qu'il voit sur un produit alimentaire, c'est son emballage. Et donc, forcément, le consommateur a des attentes fortes sur la réduction de l'impact environnemental de cet emballage, et notamment sur la réduction du plastique. Alors, vous allez nous présenter la méthode justement d'éco-conception appliquée de façon à répondre à ces enjeux réglementaires. C'est ça. Alors, juste en petite introduction, évidemment, là, je vais partir du prisme environnemental pour l'appliquer à une démarche d'éco-conception. Évidemment, toutes ces démarches, elles se construisent en binôme, en duo, avec une autre expertise vraiment emballage qui se focalise sur les fonctionnalités d'un emballage et qui s'assure que l'emballage éco-conçu répond bien au cahier des charges du produit. Donc c'est vraiment un croisement entre expertise environnementale et expertise fonctionnalité de l'emballage. D'autant, vous allez l'expliciter, mais il faut le dire, on est sur des méthodes normées quand on parle d'analyse de cycle de vie, et quelque part, finalement, ce qui va faire la différence, c'est comment on les interprète, comment on les applique, et on en tire des enseignements au regard de la connaissance process produit, quoi. Exactement. On croise vraiment tous ces critères dans ce type de démarche, et c'est ce qui fait aussi son intérêt. Voilà, donc l'éco-conception, en quelques mots, en fait, ça va revenir à prendre en compte dans le développement. Alors là, je vais l'appliquer à un emballage, mais ça peut aussi s'appliquer à un produit. Donc c'est la prise en compte dans le développement, la conception d'un nouvel emballage, du prisme, du critère environnemental, qui vient s'ajouter aux autres critères qui sont déjà bien pris en compte dans les entreprises, le critère technique, le critère fonctionnel, comme je viens de l'aborder, évidemment le critère économique. Et donc la démarche d'éco-conception, elle vient ajouter à ces critères le prisme environnemental. Donc un emballage qui est éco-conçu, ça va être un emballage qui a une meilleure performance environnementale, mais qui a aussi des qualités fonctionnelles, techniques, économiques qui sont conservées, voire même parfois améliorées grâce à l'optimisation de la performance environnementale. D'ailleurs, sur ce point, allez, petite précision sur le CTCPA, qui a une équipe à Bourg-en-Bresse spécialiste justement des fonctionnalités de l'emballage. Et c'est là aussi la combinaison
2 angles de vue qui Tout à permet fait. de faire voilà, une analyse complète. Tout à fait, c'est vraiment comme ça qu'on mène des projets d'éco-conception au CTCPA. On travaille vraiment en binôme avec, comme vous venez de le dire, notre pôle emballage à Bourg-en-Bresse qui a des labos emballage et qui s'assure en amont de tout projet que les alternatives d'emballage qui sont à l'étude répondent bien au cahier des charges du produit. Alors comment on met en place une telle méthode? Alors, une démarche d'éco-conception. Donc, j'ai pris un exemple d'application, un emballage que je vais vous dérouler aujourd'hui. Donc, je ne vais pas aller dans le détail, c'est vraiment pour que vous ayez pas beaucoup de temps. Donc, c'est pour que vous ayez un peu la logique et le déroulé de ce type de projet. Donc, tout commence par, évidemment, comme dans ce type de projet, le cadrage de la démarche. Donc là, à ce démarrage de projet, l'entreprise se pose les bonnes questions. Quel est l'objectif de mon projet, où je veux aller, quelle personne je mets sur le projet, qui va piloter, quelle équipe projet je constitue et quel objectif je veux atteindre. Donc j'ai pris un exemple d'une gourde de compote multicouche. Donc on est sur un emballage qui actuellement répond pas aux objectifs du décret 3R et pas non plus aux objectifs du PPWR. Comme on vient de le voir. Et donc l'entreprise se dit comment je peux améliorer la performance environnementale de mon emballage tout en répondant aux nouvelles exigences réglementaires. Donc ça, c'est la question de départ qui lance la démarche. Donc là, c'est ce que je vous disais, en général, les entreprises, elles associent un groupe de travail à ce projet. L'idée, dans l'idéal, c'est d'avoir un groupe de travail qui soit pluridisciplinaire avec des personnes de différents services autour de la table qui vont apporter en fait différents regards sur l'éco-conception de l'emballage ou du produit. Ensuite, on passe à la deuxième étape d'évaluation environnementale de notre emballage. Donc là, on peut utiliser, mais ce n'est pas la seule méthode, la méthode de l'analyse de cycle de vie qui a été introduite juste avant, qui, comme on le disait, est une méthode normée qui permet de calculer l'impact environnemental d'un produit, d'un emballage, d'un bien, d'un service. Et donc, il va nous permettre en fait, d'avoir la photo de départ de notre emballage, vraiment sous l'angle environnemental. Donc, une ACV, on a vu un exemple juste avant, elle permet d'avoir ce type de résultat. Alors, sans rentrer dans les détails, sur l'axe des abscisses, vous avez différents indicateurs environnementaux. Donc, le premier, c'est l'indicateur changement climatique en kilogrammes équivalent CO2 qui est le plus connu. Mais on en a aussi plein d'autres avec une ACV qui nous permettent en fait, de refléter tous les enjeux sur les différents compartiments de l'environnement, l'eau, l'air, les sols, les ressources, etc. Est-ce qu'on retrouve les chiffres évoqués par Vincent dans sa présentation? Alors, je ne sais pas si ce diagramme l'illustre bien. Ouais. On parlait de 60%, hein, c'est ça, Vincent, sur la part de la matière? Alors, c'est souvent ça, oui. Alors, quand on fait une ACV vraiment ciblée, focusée sur un emballage, en effet, c'est souvent la production des matières, des ressources qui pèsent dans le bilan, mais pas que. Alors là, c'est un exemple vraiment fictif. Fictif, d'accord. Okay. Cohérent, mais fictif. En sachant un peu en ouverture que ce type de démarche, c'est aussi intéressant de l'intégrer à un couple, de l'appliquer à un couple produit-emballage. Là, l'exemple est zoomé sur l'emballage, mais l'idéal, c'est d'avoir aussi le produit dans la boucle pour voir la part de l'emballage par rapport au produit et d'avoir vraiment tout le système couple produit-emballage dans la démarche d'éco-conception. Exactement, avec d'ailleurs l'enjeu aussi des taux de restitution, c'est-à-dire le produit qui va être gaspillé parce qu'on ne le retrouve pas à la fin. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été publiée à ce sujet récemment à l'initiative de Citeo et réalisée par Christophe Morin, mais on en a déjà parlé dans un autre événement. Okay. Étape 3. Donc juste pour finir sur cette étape 2, donc là l'idée c'est de voir en fait la contribution des différents flux aux impacts environnementaux et donc d'identifier ce qu'on appelle en ACV les hotspots, donc les principaux contributeurs. Et ça nous permet d'aller sur la troisième étape d'identification des pistes d'éco-conception. Donc on regarde les résultats. Là, alors dans l'exemple, on voit par exemple en orange la production de l'alu, de la couche alu, de la gourde multicouche qui ressort beaucoup. Sa fin de vie aussi, donc on se dit l'alu, ça va être un axe à creuser. Et donc pourquoi pas en piste d'action passer sur une gourde monomatériaux
et pourquoi pas passer en pot en verre réemployable. Alors là, cette étape-là, on est vraiment sur de la proposition de pistes d'action sans se limiter du tout, donc sans se fixer de limites techniques, financières. Voilà, c'est vraiment un brainstorming qui se fait avec l'équipe projet. Donc ce que je vous disais, une équipe projet multi-service qui va venir proposer des idées, des pistes. On est vraiment à l'étape de piste d'éco-conception. Et donc on passe à la 4e étape, qui est tout l'enjeu d'une démarche d'éco-conception. On va en fait lister nos différentes pistes d'éco-conception et les évaluer au regard de différents enjeux que l'entreprise se fixe et décide en fonction des objectifs de son étude. Donc là, dans mon exemple, l'entreprise regarde les pistes d'éco-conception. Est-ce qu'elle répond ou pas, est-ce que chaque piste répond ou pas aux exigences 3R, qui était un des objectifs au préalable qui a permis de lancer l'étude. En termes d'engagement financier, est-ce qu'on est fort ou pas? Est-ce qu'au niveau technique, ça demande une forte faisabilité? Est-ce que c'est faisable techniquement, ou est-ce qu'il faut creuser, est-ce qu'il faut des investissements d'équipement, etc. Et est-ce que ça répond ou pas aux attentes consommateurs? Et donc l'idée, c'est de venir regarder toutes ces pistes d'éco-conception au regard de ces différents critères, avec un code couleur ou une note de 0 à 5. Là encore, l'outil de l'entreprise, l'entreprise est assez libre dans le format de cette étape. Et donc, ça nous permet de prioriser les pistes d'action. Donc, on se dit, on choisit la piste d'action passage en gourde monomatériaux PE. Et donc, on va à l'étape 5 d'évaluation environnementale de notre piste d'éco-conception. Là, l'idée, c'est de reprendre l'outil de l'analyse de cycle de vie et de comparer le avant-après. Donc, avant, photo de départ, gourde multicouche, versus une gourde monomatériaux PE. Et l'idée, c'est de s'assurer qu'on est vraiment sur une vraie bonne idée et que le passage, l'application de la piste d'éco-conception permet réellement une meilleure performance environnementale. Donc là encore, avec la méthode ACV, on retrouve nos différents indicateurs, on compare le avant-après. Alors là, en l'occurrence, c'est un exemple qui arrive presque jamais. On a une diminution de tous les indicateurs environnementaux en passant sur une gourde monomatériaux. Donc on peut assurer qu'on a une meilleure performance environnementale sur tous les compartiments de l'environnement en passant sur une gourde monomatériaux PE. Et en plus, on s'est assuré à l'étape d'avant qu'elle répondait aux exigences du décret 3R. Donc cette piste d'éco-conception vient vraiment cocher toutes les cases d'amélioration pour l'entreprise. Alors, les dispositifs d'accompagnement et de financement, peut-être d'abord des cas concrets, des illustrations? Alors, j'ai pas de temps supplémentaire, donc je vais vraiment appliquer qu'à la gourde multicouche. Ah d'accord, on reste là, ouais. L'idée, c'est de vous montrer un peu quelques témoignages d'entreprises qui ont participé sur ce type de projet. Alors, pas exactement, mais qui s'inscrivent dans cette logique d'éco-conception. On a travaillé notamment avec Charles et Alice, qui avaient un peu la problématique que je viens de vous présenter, des emballages de jus et de compote qui étaient multicouches. Et donc la volonté de l'entreprise de passer sur des emballages 100% recyclables. Et donc on a travaillé, comme je vous disais, avec notre pôle emballage à Bourg-en-Bresse pour identifier des alternatives d'emballage qui répondaient au cahier des charges de produits. Et puis on est passé sur une logique de démarche d'éco-conception. Donc on a évalué l'impact environnemental des différentes alternatives d'emballage à l'étude et on a fourni à l'entreprise une aide à la décision pour choisir le meilleur type d'emballage qui croisait cahier des charges produits et meilleure performance environnementale. Cap sur la Bretagne pour le second exemple. Le second exemple, c'est pour illustrer un second type d'accompagnement qu'on propose au CTCPA, qui est de la formation. Donc ce type d'enjeu, ce type de contexte réglementaire souvent demande à un peu être détricoté, démystifié. Et donc la formation est un bon levier pour le faire. On a en interne une formation en e-learning qui mixe des périodes, des classes virtuelles en visio avec des formateurs et puis du e-learning en autonomie sur une plateforme. Donc voilà, c'est l'exemple de la Belle Illoise qui a suivi cette formation
et qui, à la suite de cette formation, a mis en place une équipe projet éco-conception pour élaborer sa feuille de route et avec des objectifs moyen-long terme, court, moyen-long terme. Et voilà, donc là, c'était une équipe projet, pour le coup, éco-conception, produits et emballage. C'est clair, Pauline, un mot sur le dispositif de financement DIAG éco-conception. Voilà, juste quelques mots sur ce dispositif qui est cofinancé par BPI et qui peut vous intéresser, donc qui est applicable aux entreprises jusqu'à 250 salariés et qui revient en fait à accompagner une entreprise dans sa démarche d'éco-conception. Donc l'idée, c'est de choisir un produit ou un couple produit-emballage dans l'idéal, et d'appliquer la méthode de l'analyse de cycle de vie pour faire cette photo de départ, trouver des pistes d'éco-conception et puis évaluer de nouveau ces fameuses pistes, avec aussi toute une phase d'accompagnement de l'entreprise et de sensibilisation à la méthode d'ACV, aux enjeux autour de ce sujet. Donc voilà, il y a la réalisation d'ACV avec des résultats et des pistes d'éco-conception, mais aussi toute une phase d'accompagnement et de sensibilisation et de formation de l'entreprise à ce type de démarche et de méthode. Donc c'est un accompagnement qui revient à peu près à 18 jours de travail de la part d'un prestataire, avec un financement associé qui est différent en fonction de la taille des entreprises. Merci Pauline, vous pouvez l'applaudir pour cette présentation pédagogique et voilà, très opérationnelle sur le plan notamment des financements, des aides sont possibles. Des questions, des demandes de précision à Pauline, n'hésitez pas à vous signaler, un micro circule dans la salle. Alors moi j'ai une question, Pauline, puisque vous parlez ACV, on l'a appliqué à l'emballage aujourd'hui. Évidemment, vous l'avez bien souligné, c'est une méthodologie qu'on applique plutôt d'ailleurs au couple produit-emballage si on va avoir une vision pertinente. Comment le valoriser auprès du consommateur en particulier? Où est-ce qu'on en est sur le projet d'affichage environnemental? Alors c'est vrai que ce type de démarche d'éco-conception pourra être valorisé par le futur dispositif d'affichage environnemental. Donc pour ceux qui ne suivent pas forcément l'actualité autour de ce sujet-là, donc l'affichage environnemental, c'est l'équivalent du Nutri-Score, mais sur la partie environnementale, qui est en cours de construction par les pouvoirs publics actuellement, et qui vise à fournir, qui est un score qui visera à fournir au consommateur au moment de son acte d'achat une information sur les caractéristiques environnementales du produit, du couple produit-emballage qu'il achète. Donc c'est sûr que ce dispositif sur le calendrier, il n'y a pas, voilà, au vu du nouveau gouvernement et de tout ce qui est mouvant en ce moment au niveau politique, il n'y a pas de date qui est affichée, mais on l'attend à peu près pour l'année prochaine, sans date officielle. L'idée, forcément, c'est que quand une entreprise va mettre en place une démarche d'éco-conception sur son produit ou son emballage ou son couple produit-emballage, forcément, ça va améliorer sa performance environnementale et ça devrait pouvoir se voir forcément dans son score d'affichage environnemental. Donc les deux sont liés, les deux sont différents, parce qu'une démarche d'éco-conception, ça permet à l'entreprise de mettre en place des leviers d'action, de s'améliorer, d'améliorer sa performance. L'affichage est plutôt vraiment à viser consommateur. C'est vraiment un objectif pédagogique pour le consommateur pour faire un choix entre différents produits. Mais forcément, l'éco-conception dans une entreprise devra se voir dans un dispositif d'affichage environnemental. Merci Pauline, vous pouvez l'applaudir pour cette présentation et cette réponse. Vous restez avec nous.